Bonjour, je suis Nadia Chonville, je suis docteur en sociologie et on va parler consentement avec Sabrina Doré. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Paroles d'influence. La notion de consentement, est-ce que ça a évolué au fil du temps? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Nadia Chonville. Alors déjà, pour contextualiser, c'est quoi le consentement? Consentir, c'est dire oui, tout simplement. Alors, et quand on ne dit pas oui, est-ce que c'est qu'il n'y a pas de consentement? La notion de qui ne dit mot consent. Ah ouais, ben ça marche pas non plus. Hein. Consentir, c'est dire oui, c'est dire je veux, oui. D'ailleurs, il y a un cadre dans lequel tout le monde voit très bien ce que ça veut dire que le consentement. Quand dans on va dire les cérémonies de mariage qu'on peut voir dans les films, on dit est-ce que vous consentez à prendre pour époux, est-ce que vous consentez à prendre pour épouse? Imaginez un cas où la personne reste silencieuse, est-ce qu'elle a consenti? Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça n'arrive pas. Non. Alors, quand on a annoncé ce sujet sur les réseaux sociaux, on a eu plein de questions parce que c'est un sujet qui anime beaucoup, surtout depuis l'apparition des réseaux Balance ton port, Martinique, Guadeloupe, Guyane qui avoisinent les 40 000 abonnés. Alors, parmi les questions qui ont été envoyées, c'est est-ce que le consentement peut être retiré après avoir été donné? Oui, tout à fait. Exactement. D'ailleurs, si on file la métaphore, vous avez bien le droit de divorcer. Effectivement, toujours dans la même notion. Exactement. Donc oui, tout à fait. On peut très bien avoir commencé une relation, qu'elle soit affective ou sexuelle avec quelqu'un, et au cours de cette relation, décider que l'accord que l'on a eu ne tient plus. Il y a toutes sortes d'excellentes raisons de vouloir le faire. La première étant qu'on ne le souhaite pas. Voilà, ne plus souhaiter quelque chose, ne plus désirer quelque chose, eh bien c'est tout à fait fondamental. En fait, quand on parle de la notion de consentement, on parle tout simplement de la reconnaissance de la capacité d'un individu à raisonner. Est-ce que les personnes, les femmes, là, parce qu'on va surtout parler des femmes, sont douées de raison? À partir du moment où vous considérez que quelqu'un est doué de raison, eh bien cette personne est capable de consentir ou de ne pas consentir. C'est d'ailleurs pour cette même raison, savoir à partir de quel moment quelqu'un est capable de discernement, de discerner une situation, qu'on va appliquer une majorité sexuelle, qu'on va considérer que certains individus, parce qu'ils ne sont pas capables de ce discernement, pour des raisons physiologiques, pour des raisons sociales, pour des raisons liées au développement humain, eh bien, on va considérer qu'elles ne peuvent pas être consentantes. On parle là des enfants. Eh bien, quand on parle entre personnes adultes, à moins de considérer que les femmes ne sont pas des êtres doués de raison, les femmes adultes sont capables de dire oui, et elles sont capables aussi de dire non, et elles sont capables de retirer un consentement qu'elles ont donné auparavant. Alors, docteur en sociologie, donc on va parler quand même chiffres. Est-ce que les chiffres évoluent au fil du temps de la notion perception du consentement et des conséquences de l'absence de reconnaissance du consentement? En fait, parler de consentement de façon chiffrée, c'est pas forcément très opérationnel. On peut parler du nombre de personnes qui déclarent avoir été victimes d'une situation de non-consentement, qui déclarent avoir été victimes d'agression sexuelle, en fait, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et on peut parler du nombre de personnes qui portent plainte suite à des agressions, à des viols ou à des tentatives de viol. Mais de parler de l'évolution du consentement lui-même, non, de façon chiffrée, ça me paraît un peu complexe. Par contre, on peut parler de la façon dont on en parle dans la société et des débats qu'il y a autour de ça. Et il y a de vrais débats autour de ça. C'est-à-dire que la notion de consentement, aujourd'hui, elle est presque même dépassée parce qu'il y a quand même un souci avec la notion de consentement. C'est un peu le lancement qu'on a eu là. C'est qu'à partir de là, on va dire oui, mais si tu as dit oui, alors tu as dit oui à tout. Et donc, je me suis assurée que tu as dit oui, maintenant je peux faire tout ce que je veux. Ou bien, cela veut dire que la responsabilité de ce qui se passe dépend aussi de ce consentement. Et donc, il y a toute une... il y a aussi, on peut aussi, d'un point de vue très féministe, considérer que mettre la responsabilité d'une agression sexuelle sur le consentement, c'est la mettre encore sur le dos des victimes. S'il y a eu une agression, si lors du jugement, on doit débattre de savoir si elle a consenti ou pas, eh bien, l'ensemble du jugement va porter sur rechercher la culpabilité ou l'innocence de
la victime et pas de l'agresseur. Donc c'est une façon d'aborder le sujet des agressions sexuelles, le consentement, qui n'est pas toujours satisfaisante du point de vue de l'analyse féministe. Alors la notion qui peut être complexe et qui fait souvent débat sur les réseaux sociaux, c'est en début de relation amoureuse ou de la notion de drague. À partir de quand un dragueur peut comprendre qu'il est lourd quand la personne en face ne dit pas stop. Parce qu'il y a ce cas de figure aussi. Finalement, là, on parle du cas du harcèlement de rue ou du harcèlement sexuel. Le harcèlement, on va considérer qu'il existe une fois que quelqu'un a dit non ou n'a pas eu une réaction de consentement, justement, à votre sollicitation et que vous continuez. S'il n'y a pas de réaction, si rien ne vous laisse voir que la personne entre en conversation avec vous, eh bien, c'est que cette conversation n'existe pas. S'il n'y a pas de conversation, s'il n'y a pas de relation établie entre vous, si vous continuez la conversation, vous êtes en train vous entrez dans une démarche de domination. C'est-à-dire que vous imposez à quelqu'un une activité que cette personne ne veut pas avoir, puisqu'elle n'a pas participé à votre activité, elle n'a pas donné le moindre signe de vouloir participer à ce que vous lui proposez. Donc même si elle n'a rien dit, soit parce qu'elle est en état de sidération, soit parce que c'est sa stratégie de regarder droit dans elle et de ne rien dire, et ma foi c'est une stratégie qui peut se comprendre, même dans ces situations-là, en fait, c'est un problème et c'est une violence, c'est de la domination, de continuer à poursuivre une personne qui n'interagit pas avec vous. Alors, est-ce que cette notion a évolué? Parce que la notion de, à un moment, il faut arrêter, tant qu'on ne te répond pas, il faut stopper. Ça, ce sont des réalités qu'on présente aujourd'hui, mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, un dragueur lourd restait un dragueur lourd. Ce qui a évolué, c'est qu'on en parle. C'est que toi et moi, on est là en train d'en discuter. Et qu'on peut conceptualiser ça, et qu'on peut même le conceptualiser, c'est des choses qui existaient déjà depuis longtemps en fait. Mais la différence, c'est simplement la communication autour de ces concepts. Et que ce soit légitime d'en parler, qu'on ne soit pas en train de se payer notre tête en disant « Ah là là, encore ces bandes de pleurnichards, de ces féministes, de chiennes de garde, etc. » Non, en fait, là, on n'est plus sur un débat qui semble être un débat de militantes de vieille garde, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus légitime. Voilà. Ça, c'est différent. Mais par contre, le fait que des femmes, il y a 10, il y a 20, il y a 50, il y a 100 ans, et étaient confrontées à des personnes qui les poursuivaient de leurs assauts. Cette expression, elle date pas de 2000, de 2020, poursuivre quelqu'un de ses assauts. C'est ça, c'est du harcèlement sexuel ou du harcèlement de rue. Ça a toujours existé, en fait. La différence, c'est que ça portait à la dérision. Mais les femmes qui étaient sujettes à ces situations, elles trouvaient pas ça drôle du tout. Elles trouvaient pas ça drôle du tout, seulement leur point de vue n'était pas écouté parce qu'on ne considérait pas qu'elles étaient douées de raison. On ne considérait pas qu'elles étaient capables de consentir à quoi que ce soit. On s'en moquait complètement de leur consentement. Est-ce que la perception du consentement a une notion culturelle ou même territoriale? Parce qu'on quand on analyse, est-ce que c'est finalement la culture ou c'est le territoire sur lequel on vit? Ça dépend ce qu'on entend par culture. Si on entend la culture dans sa dimension politique, c'est-à-dire comme un système de valeurs qui va avoir un effet sur notre organisation de la société, sur nos relations, etc. Oui, on peut se dire qu'effectivement, ça fonctionne comme un système qui a tout un ensemble de discours, de pratiques, de lois, d'accords tacites ou pas, qui font que ça passe si la fille n'a pas consenti. Donc dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a une dimension culturelle. Et il y a une dimension culturelle parce que ce n'est pas une dimension naturelle. D'accord? On se demande, est-ce que c'est la nature qui veut ça? Est-ce que c'est les hormones et tout? Je dirais, franchement, ça pèse pas. Donc, de ce point de vue-là, si c'est pas la nature, je veux bien entendre que ce soit la culture. Ok? Et d'ailleurs, on parle bien de culture du viol. C'est assez intéressant comme concept. Par contre, c'est autre chose de dire que ce serait une question culturelle au sens que chaque territoire, selon sa culture, ne voit pas le consentement de la même manière. Et que, ma foi, c'est culturel ici de poursuivre les femmes de ces assauts. Voilà. Non, ça, c'est se dédouaner d'un problème qui est tout aussi grave ici qu'ailleurs, en fait. Donc non, ce n'est pas... il n'y a pas de raison de minimiser le harcèlement sexuel ou les agressions sexuelles
en prenant l'argument de la culture. Tout au contraire, savoir que ça a quelque chose de culturel, eh bien, ça nous donne la responsabilité de le changer parce que la culture, ça change. Et est-ce qu'aux Antilles-Guyane, alors je sais pas si on a des études chiffrées pour nos territoires, mais est-ce qu'aux Antilles-Guyane, la perception du consentement est moins entendue que dans l'Hexagone, par exemple, ou dans le monde? Là encore, on est plutôt sur... c'est difficile de donner comme ça, on va pas s'amuser à donner des chiffres sur cette question-là très précisément. Mais on peut dire qu'on a des problèmes avec le consentement qui sont plus importants qu'ailleurs sur certains points. Les violences sexuelles sont plus importantes chez nous, mais elles ne prennent pas toujours. La violence sexuelle, elle pose pas toujours la question du consentement. En fait, quand je vous disais que sur les questions que d'un point de vue féministe, le consentement c'est un concept qui est un peu problématique. Il y a un slogan féministe qui tourne beaucoup, c'est de dire elle a dit oui. Elle a dit pardon, c'est de dire il y a un truc féministe qui tourne beaucoup en ce moment, c'est de dire elle a dit non et le violeur s'en fout. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, que vous disiez oui, que vous disiez non, que vous ne disiez rien, ça ne va pas empêcher une agression sexuelle, un viol. Les gens qui violent sont dans une logique de violence, de domination, d'annihilation de la personne, dans laquelle la notion de consentement n'intervient pas. Alors cette notion-là, elle paraît évidente quand il y a une véritable violence, un moyen de pression, mais quand la victime est sidérée, donc elle ne dit rien, elle se laisse faire. C'est pas le meilleur terme, mais en tout cas, elle ne marque pas physiquement son non-consentement. Oui. Est-ce que... Si elle est rentrée en état de sidération, c'est bien parce qu'elle était dans une situation d'agression. Et ce que l'on appelle... Mais comment l'agresseur il fait pour le savoir? Parce que c'est l'histoire de poulet de l'œuf. Je répète, si elle est rentrée en état de sidération, c'est bien parce qu'elle était agressée. Alors, si on commence à se préoccuper de savoir comment est-ce qu'un homme violent doit se rendre compte qu'il est violent pour cesser d'être violent? Non, mais c'est une vraie question parce que on se dit en tout début de relation, un homme qui commence à avoir des attentions, il commence, je sais pas moi. S'il est dans une relation équilibrée, s'il est dans un échange équilibré dans lequel il prend en considération la raison de l'autre, c'est-à-dire que s'il est dans sa relation, il s'intéresse à ce que pense la personne avec qui il a une relation. J'insiste sur le mot relation. La relation, ça implique un rapport d'égalité. C'est pas une relation dominant-dominé n'est pas satisfaisante, d'accord? Donc si vous êtes dans une logique de relation saine, eh bien vous devriez être attentif aux signaux de votre compagne, de votre partenaire, qui vous laisse voir qu'elle désire continuer cette activité que vous avez. Donc, la personne peut ne pas avoir conscience qu'elle est dans une logique de violence parce qu'elle vit dans une société qui l'a habituée à reproduire ce genre de situation violente. Ça ne retire pas que des femmes subissent des rapports auxquels elles n'ont pas consenti, parfois en état de sidération, parfois sans état de sidération, parfois en ayant dit non. C'est parfois en ayant dit oui et sans pouvoir redire et que leur non après ne soit pas entendu ou impossible. En fait, j'ai envie de dire que cette question de consentement finalement, elle n'est pas si fondamentale dans cette équation. Ce qui est fondamental, c'est que nous vivons dans une culture, et quand je parle de culture, je parle d'une culture patriarcale, donc dans un système sexiste dans lequel on n'a pas construit la nécessité d'une relation équilibrée entre deux partenaires. S'il y a ce prérequis d'une relation équilibrée entre deux partenaires, l'écoute est indispensable et alors on ne devrait pas se retrouver dans ce type de situation. Mais justement, en parlant de société, donc à l'échelle nationale, il y a l'affaire qui fait grand bruit, Gérard Depardieu, où tout le monde savait, homme comme femme, et on disait bon, c'est normal, c'est GG. À l'échelle locale, prenons l'exemple de la Martinique, mais il y a plusieurs cas en Guadeloupe, en Guyane, quand on regarde les sites de Balance ton port, où ce sont
on peut les mettre dans la catégorie de prédateurs qui agissaient de façon connue. Tout le monde savait qu'ils avaient l'habitude d'avoir ce comportement, hommes comme femmes, hein, oui. qui savaient et qui limite disaient c'est normal, c'est comme ça qu'il est. Oui. Donc c'est là qu'on peut parler effectivement de culture du viol. Quand on finit par être tous et toutes à un moment de sa vie. Quand je dis tous et toutes, je ne mets pas les victimes dedans, hein, les victimes elles sont victimes. Oui, mais hommes comme femmes. D'une manière collective, disons que d'une manière collective, que ce soit des hommes ou des femmes, d'une manière collective, nous sommes responsables d'une situation où nous permettons au viol, aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel, de se reproduire d'une façon presque légitime. Il faut bien se dire que les hommes comme les femmes, en fait, peuvent faire ça. Peuvent avoir des pulsions, peuvent avoir des désirs, peuvent vouloir les imposer à quelqu'un. Mais la différence, c'est que nous vivons dans un monde dans lequel, quand un homme a une pulsion, un désir et tout, il se croit fondé à pouvoir l'appliquer sans vérifier que la personne partage ce désir. Alors que ça marche pas dans l'autre sens. Ça ne marche pas dans l'autre sens. C'est pas une question de forme du corps ou d'hormones si ça marche pas dans l'autre sens. C'est parce qu'on vit dans une société où on considère qu'un homme peut prendre possession du corps d'une femme. Et ça, c'est pas que les hommes qui sont formés à accepter ça. Les femmes aussi sont depuis toutes petites formées à accepter ça. Le dernier rapport sur l'égalité disait que 92% des vidéos pour enfants, des contenus multimédia pour enfants, 92% contiennent des messages à caractère sexiste en fait. Oui. C'est-à-dire que vos enfants sont éduqués, surtout si maman à la cuisine qui fait des tartes, papa qui fait la vos enfants sont éduqués depuis qu'ils sont bébés, depuis même qu'ils étaient dans votre ventre à la limite, à l'idée que l'homme prend et c'est quelque et qu'il n'a pas à demander la femme les femmes elles demandent la permission de quelque chose, l'homme il prend, c'est comme la parole, les femmes demandent la parole, les hommes la prennent. Ça, c'est un espèce c'est presque proverbial, je vous le dis. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est une information qui est insidieuse là, qui est là, et qui prépare en fait le jour où peut-être 20 ou 30 ans plus tard, d'un côté comme de l'autre, eh bien toute cette culture-là nous a préparés à ne pas savoir comment réagir, à ne pas voir ce qui se passe, à écouter la copine raconter son histoire et lui dire oh écoute ma chérie c'est pas si grave. En fait, nous sommes tous et toutes collectivement responsables de cela. Mais ce que l'on sait aussi quand on étudie le rapport, c'est que les hommes sont quand même bien nombreux à reconnaître avoir été auteurs de ces situations. Le rapport nous dit que 23% des hommes reconnaissent avoir été responsables d'une situation de non-consentement. D'accord 23% des hommes reconnaissent avoir été dans une situation de non-consentement. Est-ce que c'est presque un cas qu'ils le reconnaissent? Alors, c'est intéressant qu'ils le reconnaissent, effectivement. Ce qui pose question, c'est que vous avez dans un même temps 37% des femmes qui disent avoir été confrontées à une situation de non-consentement et la moitié des femmes entre 25 et 49 ans qui disent avoir été confrontées à une situation de non-consentement. C'est-à-dire que vous avez quand même une bonne partie des cas où les femmes ont été confrontées à cette situation et l'homme en face, lui, il déclare pas que c'en était une. Ouais, il y a un bon 10 points d'écart là. C'est ce que l'on appelle la zone grise. La zone grise. En fait, mais est-ce qu'on n'exploite pas aussi cette zone grise? À qui profite le crime dans cette affaire-là? Comment le crime est-il interprété? Parce que vous pouvez aussi vous bercer de l'illusion que ce non-consentement n'en est pas un, parce que ce non-consentement c'est une situation normale. C'est une interaction normale entre hommes et femmes. D'accord? Alors, parmi les questions, est-ce que le consentement est valable sous effet d'alcool ou de drogue? Bah, bien sûr que non. C'est exactement, on revient à la question du départ. Consent, quelqu'un qui peut consentir, quelqu'un qui est doué de raison, quelqu'un qui dispose de toutes ses facultés mentales. Si vous obtenez un consentement de quelqu'un qui ne dispose pas au moment où cette personne donne son consentement de toutes ses capacités de raisonnement, eh bien, c'est pas un vrai consentement. C'est comme si vous aviez, désolé du comparatif pour les personnes concernées, hein, mais c'est comme si vous aviez fait un échange sexuel avec un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que
C'est-à-dire que vous vous satisfaisez en disant oui, cette personne a dit oui. Non, tu n'as pas, il ne s'agit pas d'un échange équilibré. Non, cette personne n'était pas en mesure de consentir librement. Donc, soit en raison de son âge, soit en raison de son état de santé, soit en raison de ce que l'on appelle une soumission chimique. Donc, la soumission chimique, loin de valider un consentement, c'est un critère aggravant. Si vous avez abusé sexuellement de quelqu'un et que l'on démontre que cette personne était sujette à une soumission chimique, vous lui avez mis un produit dans son verre, vous l'avez drogué, etc. C'est aggravant. En précisant quand même que même si ce n'est pas vous qui l'avez mis, parce qu'il faut quand même préciser que même si une jeune femme a passé une soirée, elle a bu un verre de trop, là non plus, il n'y a pas de consentement. Là non plus, il n'y a pas de consentement. Même si c'est elle qui a bu son alcool. Même si c'est elle qui a bu son alcool toute seule, effectivement, on peut très bien dire que dans cette situation, vous avez profité de l'état d'abolissement de son discernement, qu'à ce moment-là, elle n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé à ce rapport sexuel. Alors, Nadia, vous avez un regard très global quand même de nos sociétés. Quelle est votre analyse sur la gestion de cette notion du consentement, puisque c'est quand même un sujet qui est actuel, même si le consentement, normalement, ça ne devrait pas être un sujet d'actualité, mais ça en est un, sur le traitement de ce sujet dans les médias. Dans les médias, je trouve qu'on n'est pas assez courageux en fait dans les médias. Franchement, je suis un peu déçue du traitement qui en est fait sur nos territoires. Déçue mais pas surprise non plus, parce que finalement les médias sont formés d'hommes et de femmes qui participent à la même société, une société qui est marquée par la culture du viol doublement, parce qu'on est une société post-esclavagiste, post-coloniale, dans laquelle cette question du consentement des êtres humains est quand même problématique. Bon, tout ça pour dire que c'est pas surprenant, parce que les médias sont le miroir d'une société. Mais c'est décevant, parce qu'on pourrait attendre de journalistes, de personnes qui étudient à fond certains sujets, qui préparent à fond certains sujets, qu'ils fassent preuve, qu'ils et elles fassent preuve d'un certain courage pour aller au-delà de certaines barrières pseudo-culturelles, pseudo-légales. Non. Alors, vous avez donné un terme, effectivement, société post-coloniale. Est-ce que le fonctionnement que nous avons sur nos territoires antillo-guyanais peut être dû à des restes de l'esclavage? Alors, je pense qu'il faut pas, c'est facile de mettre tout sur le dos de l'esclavage. C'est sûr qu'être une société post-esclavagiste, ça a un impact sur notre façon d'entrer en relation, et même aussi sur ce que nous croyons être c'est-à-dire, il y a l'impact de l'esclavage et il y a aussi ce que nous mettons sur le dos de l'esclavage, mais ça reste quand même les conséquences de l'esclavage, d'une manière ou d'une autre. Donc oui, effectivement, ça a un impact. Mais il faut pas aussi négliger la colonisation. Moi, je trouve qu'on a tendance à faire une grosse enjambée sur le XXe siècle, mais je laisse aux historiens et aux historiennes cette partie-là. Mais moi, je lis aussi des choses très intéressantes sur ce sujet. On se dit, non mais attendez, je me souviens d'une discussion avec quelqu'un comme Clara Palmiste sur ce sujet. Non, on est une historienne de nos territoires. Je dis nos territoires parce que les Guadeloupéennes sont ici. Et donc voilà, ben, Clara, elle vous dirait, mais il y a aussi le rôle de l'histoire de la période coloniale dans ce qu'est aujourd'hui, ce que sont aujourd'hui les rapports sociaux de genre en Martinique. Donc oui, ça a un impact. Toute l'histoire a un impact. L'histoire contemporaine a un impact. Et quand nous avons aujourd'hui des hommes et des femmes politiques qui, par leur discours, perpétuent la culture du viol, eh ben, on peut pas mettre ça sur le dos de l'esclavage ni de la colonisation. On peut mettre ça simplement sur le dos d'une société conservatrice qui se reproduit. En fait, c'est incroyable, c'est que peut-être qu'on est rentré dans une telle forme d'aliénation. On a absorbé le discours colonial sur la sexualité, on a absorbé le discours colonial sur la domination, sur la soumission du corps des femmes, sur la soumission de l'utérus des femmes au service de la société, etc. On a absorbé tout ça. Et on n'a même plus besoin de nous l'imposer, on se l'impose tout seul comme des grands. On reproduit le truc. Donc là, à ce stade-là, je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie et puis du coup, ça devient aussi inopérant, inefficace de continuer à mettre ça sur le dos de l'esclavage. J'ai pas dit que ça n'a rien à voir.
Mais c'est... Faut pas se cacher derrière non plus. Il faut pas se cacher derrière non plus. Alors, une notion, le carnaval. C'est un sujet qui fait débat chaque année. On le dit, femme toutouni, elle se balade, on voit tous leurs attributs, limite finalement la femme aujourd'hui se balade dans des tenues et s'étonne. Voilà ce qu'on voit sur les réseaux. Elle s'étonne que finalement elle subisse du harcèlement de rue. Vous, votre regard dessus? Un petit groupe avec les copines, on appelle ça sororité carnavalesque. On est 5 ou 6, on prépare nos tenues, nos soirées, tout ça. On est des grosses carnavalières. Je peux refaire tout le fil de conversation WhatsApp. Je crois que il y a, enfin, je peux vous assurer que on s'en tape complètement de l'impact que ça peut avoir sur les hommes, en fait. Le choix des tenues de carnaval, les choix des tenues vestimentaires des femmes répondent à des critères qui dépassent largement l'effet que ça peut avoir sur les hommes. C'est le premier critère, c'est qu'on aime. Et c'est vrai que c'est un sujet qui fait débat sur les réseaux. Mais c'est quand même extraordinaire qu'on donne à ce point de l'importance dans nos sociétés à la pulsion sexuelle des autres. J'ai envie de vous dire, à la limite, ça serait peut-être plus pertinent de se poser la question de la pulsion sexuelle que ça peut me donner. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de la pulsion sexuelle que ça peut donner à d'autres personnes? Franchement. Donc, ça donne une notion animale à l'homme aussi, hein, mais parce oui. que quand enfin, moi, je connais des hommes, mais ça les horrifie, ce truc-là, cette histoire-là. Mais il faut aussi les entendre, ces hommes qui disent, mais alors on est des animaux, alors. On passe dans la rue, on voit une paire de fesses, tout de suite on a une réaction, on a besoin de coquer. Mais c'est vraiment une, et je trouve que, en plus, dans une situation, comme on disait, la post-esclavagiste, etc., si on veut vraiment être là-dedans, je suis désolée, mais ça me met des relents de bestialisation de l'homme noir, qui serait réduit à son sexe soi-disant surdimensionné. Non, qu'on prenne le truc d'un bout ou d'un autre, c'est un manque de respect pour la dignité des femmes, pour leur intelligence, pour leur valeur intrinsèque, parce que je vous dis, quand vous mettez un vêtement, quand vous êtes habillé là, Sabrina tout à l'heure ou ce matin, c'était pas en vous disant comment est-ce que ça va chatouiller l'organe de ces messieurs, c'est parce que vous trouviez que cette robe vous allait bien, non? Ben moi aussi. Voilà. Donc le carnaval c'est pareil, sauf qu'on n'a pas les mêmes attentes pour courir un bidet que pour aller au travail ou pour aller faire ses courses. Mais il y a des critères. Seulement, comme on a, ce qui est extraordinaire, quand on parlait des médias, moi, j'attends toujours le reportage où on va entendre les femmes concernées. Parce qu'en fait, le monde entier a un avis sur la question. Le monde entier a un avis sur la question, mais est-ce qu'on a demandé aux femmes martiniquaises qui sont dans le vidé en body, ou en bikini, parce qu'on est en train de parler en plus enfin, je veux dire, aller sur une plage, vous allez voir plus de peau. Ouais. Mais est-ce qu'on leur a demandé ce qu'elles en pensent, en fait? Pourquoi elles se sont habillées comme ça? Parce que moi, je te dis, je suis une grosse carnavalière, je peux te donner une liste de raisons, de ceci, de cela, dans lesquelles il y a être sexy, oui, tout à fait. J'ai même envie de donner mon avis, parce que les hommes tout nus dans les vidéos aussi, et ça gêne personne. Ah oui, mais évidemment, alors là, si tu me lances, on est parti pour 1 heure, mais je suis désolée. Parce que les hommes en string, parce que le nombre de personnes là qui se baladent avec une chaussette, et puis la même personne, tu vas l'entendre sur un répondeur, sur une radio le lendemain matin parler des femmes toutounies, même Mounlan qui était Kamash et toutouni en Larry, les Kamash et puis en chaussettes, c'est pas toutouni. Vous avez très bien compris ce que je veux dire par chaussette. Oui. D'accord? Donc, mais à nous, par contre, une fille en bikini, une fille en maillot de bain avec des barésies, là tout de suite, alors que franchement, on peut compter le nombre de centimètres carrés. Donc le problème, c'est que les hommes, leur indécence, c'est 10 centimètres. D'accord? Alors qu'en fait, qu'est-ce qui est indécent chez les femmes? Tout. Donc, quelle que soit la tenue que vous allez mettre pour aller faire vos courses à Fort-de-France ou pour courir votre vidéo de carnaval dans n'importe quelle ville de la Martinique, là, je dis Fort-de-France parce qu'on a une magnifique vue de Fort-de-France derrière toi. Et oui, c'est vrai que c'est une vue naturelle. Forcément, j'y suis déjà, tu vois. Donc, mais évidemment, dans n'importe quelle commune de Martinique, eh bien, quand je descends dans la rue, au carnaval ou à un autre moment, c'est mon corps entier qui est indécent. C'est le fait d'être une femme qui est indécent. Donc, pourquoi est-ce qu'une fois que j'ai compris ça, je vais me battre avec ça? Je supprime cette information de ma tête de me demander est-ce que les gens vont me trouver indécente.
Et j'en profite pour saluer les Guyanaises, parce que les Guadeloupéennes aussi, parce que j'ai vu une vidéo circuler, tellement de commentaires où elle défilait le nom du groupe. Oui, c'est vrai, il y avait plein de commentaires. Voilà, je crois qu'il y avait des hommes, et visiblement, il y a que les femmes qui ont été... Il faut qu'on se batte pour ça, il faut qu'on récupère le droit de nos corps à exister dans l'espace public, et le carnaval, c'est un lieu de revendication. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça a de féministe, etc. Peut-être que parfois ça n'a rien de féministe, peut-être que les femmes sont libres, en fait. Que le carnaval est un espace de liberté. Les femmes sont, comme on l'a dit au départ, des êtres doués de raison et des êtres qui disposent, comme les autres, comme leurs camarades masculins, du droit à la liberté, à cette liberté d'expression extraordinaire que nous avons au carnaval. Et si vous voulez savoir pourquoi on s'habille comme ça, au lieu de vous faire des films et des fantasmes, hein, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler, venez nous poser la question. Alors, il y a Chloé, parce que il faut expliquer le contexte. Hein. Nous sommes dans un studio, effectivement, à la Tour Lumina, on a la vue de Fort-de-France, mais on est dans un bureau. Et il y a Chloé qui a une question, parce que votre discours, ça l'interpelle. C'est quoi ta question? Alors, est-ce que je rebondis sur ce que vous avez dit, que pendant la période d'esclavage, on a fait comprendre aux hommes noirs que c'était des bêtes qui pensaient au sexe, etc. Est-ce que ce n'est pas resté ancré dans la tête des hommes aujourd'hui, de certains hommes, et c'est pour cela qu'ils normalisent leur comportement? Je pense que est-ce que c'est ancré dans la tête des hommes, ou bien est-ce que c'est ancré dans la représentation que collectivement nous faisons de la société? C'est-à-dire que vous avez tout aussi bien des femmes qui vont partir du principe que les hommes ont des pulsions et des besoins sexuels que les hommes ont des pulsions et des besoins sexuels que n'ont pas les femmes. Et que ça, c'est dû à leur nature, et particulièrement les hommes noirs. Donc ça, évidemment, ça a un impact. Mais c'est un sujet d'ailleurs qu'on va voir si on a l'occasion de parler de la pornographie. Quand on regarde, quand on s'intéresse au sujet de la pornographie, eh bien, les afrodescendants, les noirs, eh ben, ce sont les seuls qui vont être catégorisés par leur couleur. Et pas par leur origine géographique. Tu vas voir les Asiatiques, les Allemands, les ceci, les cela. Mais par contre, les Noirs, c'est ebony, black, machin. C'est ça, c'est qu'on est toujours dans une logique de réification, d'objectification, de bestialisation, de sortir du cadre de l'humanité. Entrons pleinement dans cette humanité pour laquelle se sont battus nos ancêtres. Considérons que nous sommes des gens intelligents, doués de raison, capables d'avoir des interactions égales et consenties. Le carnaval, c'est un lieu où ça peut vraiment avoir lieu, en fait. C'est incroyable, mais il y a des agressions et des problèmes de consentement dans le carnaval. Mais vous savez quoi? En fait, il y en a tous les jours. Hein. C'est pas que le cas, c'est pas qu'au carnaval. Et le carnaval, pour le faire beaucoup, c'est un endroit où moi, je me sens plutôt, généralement, libre et en sécurité. Malgré que vous avez 80 000 personnes parfois autour de vous. Et pourtant, je whine, je bouge, je marche dans la rue. Et la rue, ce jour-là, elle m'appartient à moi aussi. C'est pas tout le cas tous les jours en Martinique. En tout cas, c'est important de le rappeler. Merci Nadia de le rappeler, puisque effectivement cette notion, on a toujours l'impression que, et c'est vraiment dommage comment elle est habillée, elle l'a peut-être recherché, etc. Mais de toutes les façons, les agresseurs n'ont pas besoin de ça pour ni du consentement, ni de voilà. Donc j'ai trouvé vraiment bien que tu soulèves cette question du consentement, parce que oui, on en parle beaucoup. Cela dit, attention, c'est pas parce que c'est bien d'en parler. Mais ça ne sera jamais une excuse ou une façon suffisante de régler la question des violences sexuelles. C'est juste un outil, ça nous permet peut-être d'entrer dans le sujet, mais ce n'est pas suffisant. Pour en finir avec les violences sexuelles, il ne faut pas que les femmes disent oui ou non, il faut que les hommes arrêtent d'être autorisés à violer les femmes dans la société dans laquelle nous vivons. Et ça demande une remise en cause totale de tous les fondements de ce qui fait une société patriarcale dans laquelle on se trouve. Voilà. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci Nadia. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous vendredi prochain pour un autre sujet de Parole d'influence.